Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre venue si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Douglas Kennedy. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest ce soir. Grand plaisir. Alors pour débuter, quelques mots pour vous présenter. On dit souvent que vous êtes le plus francophile des écrivains américains. Vous parlez français, vous séjournez très régulièrement à Paris et vos lecteurs français sont extrêmement nombreux. Alors après des études d'histoire, vous avez été administrateur de théâtre, notamment en Irlande, et c'est là que vous avez commencé à écrire. D'abord La Nuit. Vous avez d'abord publié plusieurs récits de voyage et c'est en 1994 qu'est paru votre premier roman, publié en France en 1998 sous le titre Cul-de-sac, puis republié en 2008 sous le titre Piège nuptial. Et dès votre deuxième roman, L'homme qui voulait vivre sa vie, vous avez connu un succès international. Depuis, vous n'avez cessé de nous surprendre parce que de livre en livre, vous nous menez dans des genres littéraires différents. Thriller psychologique, histoire d'amour tragique, roman existentiel, récit de voyage et aujourd'hui roman d'anticipation. Et à travers chacun de ces livres, vous scrutez l'Amérique et ses contradictions, mais aussi notre condition humaine et notre capacité à construire nos propres emprisonnements. Alors parmi vos romans, on peut citer notamment La poursuite du bonheur, mais aussi La symphonie du hasard, un roman fleuve qui couvre une vingtaine d'années, en plusieurs tomes, ou encore Les hommes ont peur de la lumière, à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, qui vient de paraître en poche. Mais ce soir, nous avons la joie de vous recevoir à Dialogue à l'occasion de la parution aux éditions Belfond du livre « Et c'est ainsi que nous vivrons ». C'est à la fois un roman d'anticipation et un roman d'espionnage, et au cœur de celui-ci réside un secret de famille. Vous y dessinez l'Amérique de 2045, une Amérique qui a connu une sécession entre une confédération d'un côté, véritable théocratie digne de l'Inquisition, et de l'autre, une république qui, sous un vernis progressiste, est une véritable société de surveillance. C'est un roman qui se lit d'une traite, qui nous amène à nous interroger, nous lecteurs, sur notre société actuelle, d'autant plus que c'est un monde extrêmement crédible que vous construisez, très proche de notre monde contemporain. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui pour vous a été à l'origine de ce roman et la façon dont les contours de cet avenir se sont dessinés sous votre plume? Ça, c'était pas mal. Bravo. Oui, bonsoir à tous. Ravi d'être chez vous. Pourquoi 2045? Une idée? 100 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale et j'ai grandi avec un père qui a survécu la bataille d'Okinawa dans le Pacifique, qui était la somme de la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, ma mère est juive, donc je suis juif. Et avec deux grandes-tantes, Minnie et Amelia, ma fille s'appelle Amelia, et un grand-oncle Joe qui ont fui en fait l'Allemagne en 1938 après la nuit des cristal. Donc pour moi, pendant mon enfance, la Deuxième Guerre mondiale était partout. Et surtout aussi l'idée que d'être américaine, quelle chance, quel privilège. En fait, le pays préféré de Dieu, et on était new-yorkais et un peu cynique. Mais aussi, la vérité, en fait, surtout contre l'Union soviétique, en fait, un symbole de la liberté. En fait, franchement, la liberté d'écrire ce qu'on veut écrire, etc., etc. Et si on a une voyou, une démagogue comme le sénateur McCarthy, ou en fait, 20 ans plus tard, en fait, le président Nixon, le système va défenestrer des gens comme ça. Donc, pour moi, de situer ce roman 100 ans après, en fait, le moment quand, en fait, le pouvoir américain est devenu fort, pour moi, ça, c'était très important. Mais aussi, en fait, une autre chose. En fait, et le roman commence, il y a toujours un clic dans la tête quand je commence à penser, peut-être je peux vivre avec ce sujet pour 18 mois. J'ai écrit, en fait, c'est mon 26e livre. Il y a quelqu'un qui parle tout le temps derrière de nous, oui. Et oui, en fait, pour moi, en fait, il y a toujours un moment quand l'idée arrive. Et celui-ci, c'était un dîner à New York juste après le coup d'État raté de 6 janvier, quand les soutiens de Trump a attaqué le Capitole.
J'étais complètement, en fait, scotché par ça. C'est rare que j'allume la télé. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la télé. Et un copain qui est en fait un musicien de rock de ma génération, très connu, et qui vit en fait une moitié de l'année en Suède. Comme moi, il a un passeport européen, en fait, l'assurance aujourd'hui. Mais il m'a dit, allume la télé tout de suite, c'est incroyable. Donc, quelques semaines après ça, j'ai dîné avec un camarade de classe de l'université qui est un vrai golden boy de Wall Street, avec une valeur, en fait, de 100 millions de dollars. Mais pour un type comme ça, pas mal, honnêtement, et un lecteur de mes romans, et aussi socialement progressiste. Et on a discuté, en fait, les événements, la fin de l'avortement fédéral, le fait que, en fait, l'ombre de Trump va continuer. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, qui contrôle l'argent dans ce pays? C'est les deux côtes. La Californie, par exemple, a la 4e économie la plus importante du monde. Pas des États-Unis, du monde. Et on est ici, Douglas, dans ta ville natale. Je suis une 3e génération new-yorkaise et très fier de ça. Et New York, c'est le centre de la finance globale. Pourquoi on va continuer de subventionner des voyous du Sud et du Midwest avec ces idées misogynes, homophobiques et aussi, en fait, très chrétiennes? Il faut peut-être à l'avenir commencer un divorce. Bingo. Ça c'était, j'ai pensé, ça c'est pas mal. Je peux jouer avec ça. Et j'ai commencé à réfléchir de beaucoup de choses aussi. Et le fait que, c'est intéressant, tout le monde me demandait pendant le confinement, avez-vous une idée pour un roman sous Covid? Et j'ai répondu, c'est trop tôt. On n'en a aucune idée de fait de Covid maintenant, même si 1 an et demi après, dans 10 ans, tout à fait. La même chose après le 11 septembre. Maintenant, j'ai une hypothèse au sujet de le 11 septembre. Le résultat de Donald Trump. Ça, c'était le résultat de 11 septembre. Brexit aussi était le résultat de 11 septembre. Bolsonaro, Erdogan, Urban, en fait, franchement, et aussi l'extrême droite européenne. Ça, c'est le résultat de 11 septembre. Et aussi la surveillance qui est partout maintenant. Donc, j'ai commencé de jouer avec ces idées et j'ai décidé de créer une histoire, en fait, 22-23 ans plus tard, après un divorce, une guerre de sécession froide, où maintenant il y a 2 pays. Il y a en fait une confédération qui est une théocratie hyper stricte, hyper chrétienne, et de l'autre côté. Et j'ai pensé tout le temps aussi, les 2 forces aujourd'hui globalement, c'est quoi? Le fondamentalisme qui est partout et aussi la technologie. Donc j'ai pensé, ok, ça c'est facile. Une théocratie, et puis les 2 côtes, quelques États du Nord, dirigés par une présidente depuis 12 ans, ça c'est un détail très important, 12 ans, qui est milliardaire de la technologie, qui a inventé une puce. J'ai parlé avec des gens que je connais dans le monde des finances et aussi de la technologie. Elon Musk maintenant développe une puce, mais ce pouce, on est obligé de, en fait, porter ce pouce dans la tête et ça fonctionne comme un iPhone, mais franchement, c'est la surveillance totale. Il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime. Tout est enregistré. Mais dans cette nouvelle république, le vernis est très progressiste. La santé, la culture, l'éducation très très bien subventionnée, la fin du racisme, la fin de l'homophobie, mais pas de liberté. Donc, j'ai pensé de créer en fait une histoire où il n'a pas un pays de bienveillance et malveillance, pas un western, avec des gens avec des chapeaux noirs ou blancs.
mais un monde sans liberté. Et au milieu de ça, une femme au milieu d'une crise. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'un côté un monde enviable et de l'autre un monde détestable. C'est beaucoup plus... c'est choisir entre la peste et le choléra, presque. Alors, cette sécession, vous imaginez entre deux Amériques, donc elle est entre les États du centre, d'un côté, ce qu'on appelle les États flyover, et de l'autre côté, les États de la côte. Et d'une certaine manière, elle existe déjà et elle trouve ses racines dans l'histoire américaine. Histoire qui a une place importante dans ce livre, comme dans toute votre œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont l'histoire nourrit vos romans et nous en dire plus sur cette partie d'histoire en particulier, cette guerre culturelle qui, je crois, débute avec Nixon? Oui, en fait, dans le livre, il y a une carte au début, première page, dessinée par ma fille, qui est jeune écrivaine à New York, et elle dessine très bien. Ça, c'est pas un de mes talents. Je suis nul de ça. Mais franchement, c'est la carte électorale aujourd'hui. Et je pense que ça sera la carte à l'avenir. La vérité est... Il y a deux Amériques aujourd'hui et on se déteste. Ça, c'est la vérité. J'étais à Saint-Malo il y a quelques semaines pour être en voyage et c'était en fait une plateforme de 4 écrivains américains. C'était bizarre parce que j'ai parlé en français, mais comme Petre a eu des traductrices à côté qui a traduit mes mots en anglais pour eux. Ça c'était un peu surréaliste. Mais j'ai commencé de parler du fait que, oui, honnêtement, en fait, les gouffres entre les deux pays sont immenses maintenant. Quelqu'un a dit, un des écrivains, un homme très intelligent, Douglas, en fait, vous êtes trop new-yorkais, trop cynique. Et j'ai répondu, je ne suis pas cynique, je suis lucide. Ah oui, mais j'ai des copains dans le Colorado, qui votent pour Trump et on partage une bière de temps en temps et ils sont des chic types quand j'ai une feu chez moi. Et j'ai répondu, arrêtez, ce n'est pas une carte de Noël, ok? La vérité est, honnêtement, il y a un aspect contre la démocratie et aussi hyper socialement conservatrice dans le Parti républicain. Ça a commencé en 68. 68, c'était 68. Les manifs partout, en fait. Franchement, en fait, des émeutes dans les ghettos aussi. En fait, on a eu des manifs comme, en fait, Paris, dans toutes les universités, des émeutes aussi. C'était des hippies, sexe et drogues et rock'n'roll. Et Richard Nixon a créé une stratégie avec ses conseillers pour gagner la Maison-Blanche. Et il a dit, il y a une vraie Amérique. Et ça, c'est l'Amérique profonde. Et en filigrane, un Amérique blanc, chrétienne, stable, avec des valeurs familiales. Quand quelqu'un parle des valeurs familiales, je pense immédiatement, ce mec a des secrets très noirs, j'en suis sûr. Des perversions, des choses comme ça, oui. C'est comme des gens qui sont hyper homophobes, toujours dans le placard, d'après mon expérience, toujours. Mais Nixon a gagné la Maison-Blanche avec cette stratégie et c'était utilisé par chaque président républicain depuis ça. Reagan, Bush 1, Bush 2. Maintenant, tout le monde a dit, Bush 2, comparé à Trump, pas mal. En fait, Bush 2 était une catastrophe. Et surtout Trump. Et ça continue maintenant. Donc, j'ai décidé de jouer avec cette idée. Le truc, on peut créer un décor à l'avenir intéressant, mais si on n'a pas un contact humain avec quelqu'un dans la nation, c'est impossible. Et une autre chose, ce n'est pas la science-fiction. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, des zombies, des martiens, des extraterrestres. J'ai toujours un calepin à côté de mon ordinateur quand j'écris, un calepin par roman. Et j'ai fait des notes simplement pour moi-même. Et avant ce voyage de promotion, j'ai relu le calepin. Et 8-9 fois, j'ai écrit « Reste crédible, virgule Kennedy ». Reste crédible, reste crédible. Et donc, j'espère que j'ai créé quelque chose
qui est cauchemardesque parce que c'est pas loin d'aujourd'hui. Et vous racontez dans le livre, on va arriver bien sûr au personnage, mais juste sur ce contexte, vous racontez la façon dont on est arrivé là, dont on en est arrivé là. Et il y a un événement très important dans la façon dont la sécession est advenue, un événement international, c'est l'invasion de Taïwan par la Chine. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'est venu et ce que ça dit de la place de la Chine aujourd'hui? Non, en fait, je suis quelqu'un qui vit dans le monde actuel. Je lis 4 journaux par jour. J'ai des abonnements, des revues littéraires, mais aussi de la finance. L'argent est très important. Il faut comprendre l'argent. Toujours. J'ai une hypothèse. Derrière toutes les guerres, l'Ukraine, OK? La situation avec la groupe Wagner, des fascistes, des fachos. Suivez l'argent. Ça, c'est la règle. Suivez l'argent. L'argent, malheureusement, est derrière de tout. Et oui, j'ai une hypothèse, et je pense que ça va arriver, parce que oui, clairement, en fait, le siècle américain, c'est derrière de nous maintenant. Ça a terminé avec Trump. C'est intéressant. C'était presque 100 ans après la fin du siècle britannique, qui a terminé avec la Première Guerre mondiale. Ça, c'était la fin de l'Empire britannique. Et le prochain siècle, qui commence maintenant, ce sera clairement le siècle chinois, malheureusement. En fait, le siècle américain sera un l'âge d'or comparé à... oui. Et la vérité, et ça c'était aussi dans la tête, en fait, il y aura un moment quand en fait, les Chinois vont tester les États-Unis. Et j'imagine, surtout avec un président républicain, et j'imagine ça. Et Taïwan sera le cible. Ça va arriver, j'en suis sûr de ça. Ça, c'est 5 ans maximum, je pense. Et ça, c'est le moment quand, franchement, le pouvoir, en fait, globalement, va changer. Mais aussi, quand j'ai commencé à réfléchir de la Nouvelle République, les Chinois, il y a 35 ans, après Mao, ils ont observé, ils ont eu des gens à Singapour, l'époque de Lee Kuan Yew. Singapour, c'est un petit pays, c'est 12 millions, c'est une île, et un grand succès, mais hyper strict, le contrôle total. J'ai écrit un livre, oh mon Dieu, c'était il y a 35 ans, qui s'appelle Combien, où j'ai passé beaucoup de temps dans des bourses du monde. J'ai rencontré des gens. Il y a un chapitre au sujet de Singapour. Et non, le chewing gum est illégal à Singapour, par exemple. Si on boit un coca dans le métro, ça c'est un amende immense. Le contrôle, j'en suis sûr que en fait les Chinois étaient très impressionnés par ça. OK, on a en fait un marché en fait libéral maintenant, mais avec un contrôle total. Et je pense que peut-être, tout dans le livre c'est une hypothèse, mais je pense que c'est assez crédible. Franchement, je pense que c'est très crédible, si je peux dire ça. Mais au milieu de ça, il y a ma narratrice. Oui, justement, parce que là, c'est le cadre du roman, mais le roman n'existerait pas sans sa dimension humaine. Et tout au long de la lecture, on se tient en plus proche donc, d'un personnage principal, une femme, Samantha Stengel, agente secrète côté République, experte dans son travail, mais qui va se retrouver en proie au doute. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ce personnage pour le rendre profondément humain, malgré son métier qui lui demande de se tenir le plus loin possible des passions humaines? Un de mes pensées depuis longtemps, je voudrais écrire un roman où la narratrice est une flic. Et une autre chose, clairement, un des modèles pour ce roman, c'est George Orwell, 1984, avec une grande différence. Dans le roman d'Orwell, Winston Smith, le protagoniste, il est victimisé par en fait le système. J'ai pensé que ce sera plus intéressant d'avoir quelqu'un très impliqué dans le système, qui croit du système, mais en privé, qui a beaucoup de doutes.
Et Samantha Stengel, elle a la quarantaine, hyper bien éduquée, Harvard. Et franchement, agent secrète, le vernis hyper professionnel, clinique, froide. Un peu impitoyable. En privé, une femme à la quarantaine, célibataire. On est obligé de rester célibataire si on veut avancer dans en fait la sécurité de la Nouvelle République. Il y a un système de rencontres sexuelles que j'ai inventé qui est très noir et où en fait on peut faire un appel et en fait le mec est complètement en fait pas simplement de santé mais de la sécurité propre. Donc c'est en fait des rencontres aseptisées. Et elle est très seule. Et en fait, l'homme de sa vie, c'était son père, qui était un écrivain de ma génération. Tout le monde pense c'est moi. Oui et non. Ma fille, quand elle a lu le roman, elle a dit, c'est toi, papa. Mais quelqu'un new-yorkais, né en 55, oui, check. Tout respecté en dehors de son pays, check. Mais aussi quelqu'un avant sa mort avec une nostalgie immense pour un Amérique qui a disparu et un New York qui a disparu. Et derrière, en fait, le vernis très clinique, Stengel est une fille à papa. Et puis, elle a découvert que papa a un secret. Et ce n'est pas le mien, ok? Je ne suis pas quelqu'un qui écrit des romans à clair, en fait, oui, ou l'autofiction. Je déteste l'autofiction. L'autofiction, pour moi, le sujet, c'est toujours le nombril, et le sous-texte, c'est la revanche. Donc, ce n'est pas mon truc. Mais elle a découvert un secret de papa, et montrez-moi une famille sans secret. Mais aussi un secret où, en fait, il y a franchement des effets professionnels. Et je ne vais pas expliquer pourquoi. Mais elle est obligée de changer son identité et voyager de zone neutre. J'ai décidé, et c'est une des choses que j'adore quand on est romancier, on est Dieu. On décide des choses. Donc, j'ai décidé, entre les deux pays, il y aura un Berlin. Et c'est l'ex-Minneapolis, parce que c'est au centre du pays, et le Minnesota, l'État est maintenant très divisé, très en fait démocrate républicaine. Et donc, Minneapolis est maintenant la zone neutre, avec une frontière contrôlée par en fait des deux pays. Et donc, c'est une zone d'espionnage. Et quand elle arrive là-bas, je ne vais pas expliquer des choses parce qu'il faut que vous lisiez le roman. Mais en fait, oui, ça devient en fait un roman d'espionnage avec beaucoup d'autres choses en même temps. Oui, et bien entendu, on ne va rien révéler de ce qui se déroule dans le roman. Donc, en effet, c'est un roman d'espionnage. Samantha est confrontée à un secret de famille qui va la déstabiliser. Et dans la société dans laquelle elle évolue, elle est profondément seule, elle ne peut compter que sur elle-même pour faire face à ses doutes. On se demande comment on peut s'en sortir et continuer à vivre dans un tel monde. Et paradoxalement, il y a aussi des aspects positifs de cette République. C'est un monde où l'éducation et la culture sont très subventionnées. Il y a donc une très riche vie culturelle. Il y a une très belle architecture aussi. Vous décrivez les villes. Tout au long du livre, de nombreux auteurs et autrices sont cités. On plonge aussi dans plusieurs films cultes à travers le personnage de Samantha qui, à un moment, va être critique de cinéma. On peut se demander quel est le rôle de la culture dans ce monde, si c'est un refuge. Oui, mais... Et paradoxal. Et en même temps, tous les auteurs et autrices qui sont cités, ce ne sont pas des auteurs contemporains. Pour aucun, on a l'impression que c'est impossible de créer dans ce monde-là. Tout à fait, bravo. Oui, ça c'était, en fait, sous le vernis, le point. Il n'a pas, en fait, une nouvelle génération des écrivains. On ne discute jamais, en fait, une nouvelle génération des cinéastes ou des peintres. Oui.
Oui, tout est en fait subventionné. En fait, il y a des cinémas indépendants partout de là et de l'essai. En fait, mais en fait, c'est très aseptisé. J'imagine que ce sera très impossible de publier mon roman dans la Nouvelle République. Mais pour elle, la culture est un refuge. C'est mon refuge. Euh, je sors presque tous les soirs. Le cinéma, en fait, les concerts classiques, le jazz, ça c'est, oui, la danse, l'opéra, ça c'est mes passions. J'ai dit une fois, en fait, la foi, en fait, m'intéresse tout le temps. Ça c'est un thème constant dans mon œuvre, et surtout ici, parce qu'on a de l'autre côté des néo-chrétiennes, et j'ai écrit il y a, oh mon Dieu, c'était 89, au Pays de Dieu, où j'ai voyagé pour 3 mois dans le sud, la ceinture de la Bible, parmi des néo-chrétiennes, pour découvrir en fait cette nouvelle vague aux États-Unis qui maintenant a un pouvoir politique immense. Mais ça, c'est partout, pas en dehors, en fait, la plupart des pays européens de l'Ouest, mais honnêtement, le fondamentalisme est clairement, en fait, immense maintenant. Et aussi derrière beaucoup de choses. La foi. J'ai dit une fois, en fait, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Johann Sebastian Bach. Ça, c'est mon idée de Dieu. La foi, pour moi, c'est une hypothèse. Il n'a pas de la preuve des choses. C'est simplement une hypothèse. Mais si on dit ça de quelqu'un avec une foi extrême, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il faut rester très prudent. J'ai un camarade de classe aussi de l'université qui est maintenant, quand on était à l'université au début des années 70, il était hyper marxiste. Maintenant, c'est très américain. Il a gagné une fortune comme le directeur, une fortune, comme le directeur de marketing pour un régime. C'est très, très américain. Et grâce à sa femme, Bobby, avec un I et toujours un cœur sous le I, dans les cartes de Noël, il a rencontré Jésus. Et il y a quelques années à New York, on a dîné ensemble. Et il commence de parler de Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai répondu, honnêtement, Paul, en fait, pour moi, en fait, tu peux avoir une conversation avec le lapin du Pâques. Et c'est la même chose. Et clairement, en fait, Jésus a un impact globalement plus fort que le lapin du Pâques. Mais franchement, en fait, pour moi, c'est un conte de fées. Et peut-être j'ai tort. Mais la foi, c'est un élément maintenant, en fait, partout qui est passionnante. Et aussi, je pense, très dangereuse. Surtout aux États-Unis, l'avortement, en fait, le mariage homosexuel, la contraception, toutes sont ciblées maintenant. Et derrière de ça, il y a une misogynie immense. Et j'ai une fille qui a 27 ans, qui vient à New York, et son corps est son affaire. Et pourquoi on a une conversation en 2023 au sujet de l'avortement et la contraception, c'est ridicule. Mais ça, c'est chez nous maintenant aussi. Il y a des autres aspects chez nous aussi extraordinaires. Le jazz, en fait, les orchestres extraordinaires, les universités, si on peut aborder ces universités extraordinaires, notre littérature, notre cinéma, nos espaces. Je suis très fier de mon pays et j'ai peur de mon pays en même temps. Donc, une des choses, si on est écrivain américain, on a beaucoup de matériel. Ça, c'est sûr.
Un aspect frappant de ce roman et de ces deux modèles de société que vous avez dessinés, c'est qu'ils sont conçus pour apporter des réponses plus que poser des questions. Et c'est peut-être ça qui manque, cette capacité à se poser des questions. Alors, est-ce que c'est le lieu de la littérature, selon vous, et est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui sur le rapport au livre, le rapport à la lecture? Oui. La vérité est... il y a une crise parmi toutes les maisons d'édition dans tous les pays maintenant, parce que, en fait, les chiffres ont tombé. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est très facile. Ça. Tout le monde a... C'est impossible de vivre sans ça maintenant. Je connais... En fait, Amélie Nothomb, c'est la seule personne que je connais sans un portable. Mais ça, c'est Amélie. Et oui, et bravo. Mais honnêtement, en fait, la vérité, bravo d'être ici ce soir. Ça me touche énormément. Aujourd'hui, j'étais avec ma petite amie, en fait, qui a pris un train à Bruxelles, elle est belge. On était dans le métro de ma station, Jacques-Pont-Sergent, à la gare de Nord. Et j'ai dit à Catherine, regarde, deux gens avec des romans, pas les miennes, mais en même temps, c'était wow. Je les embrasser. Merci. Merci d'être ici. C'est une grande question maintenant. Il y aura une nouvelle génération de lecteurs et lectrices à l'avenir, j'espère. Mais la vérité est, tout le monde est obsédé par l'écran. Et aussi, pour moi, ça c'est dangereux. Parce que quand on lit, on réfléchit. Quand on lit, on voyage. Quand on lit, on comprend il n'a pas de réponses, seulement des questions. Quand on lit aussi, on comprend que, en fait, un point de vue manichéen est toujours dangereux. Dans tous les systèmes totalitaires, c'est toujours les intellectuels, les artistes, les écrivains qui sont ciblés. L'Europe de l'Est, pendant la guerre froide, en fait, la littérature samizdat. Mais en Chine, toujours. Pourquoi? Parce que les écrivains posent des questions, et pas des questions faciles. Deux choses chez moi, en fait. Je suis écrivain sérieux, mais aussi j'aime le fait que j'ai des universitaires de Sciences Po et Paris 4 qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Donc, celui-ci, il y a, franchement, on tourne des pages. On va passer une nuit blanche avec ça. Ça, c'est aussi un aspect de moi. Et le fait que je n'ai jamais écrit le même roman, des mêmes thèmes, oui, mais je change tout le temps. Il y a un grand gouffre entre ça et Isabelle après-midi, qui est une histoire de 5 à 7 qui dure 35 ans. Et un roman érotique avec beaucoup de questions au sujet du couple, en fait, de la passion, en fait, la vie quotidienne. J'aime le fait que chaque fois, je change. Parce que le but de ma vie, d'éviter ennui.